trouver la présentation quelque part ici. Voilà. Présenter. Donc, vous voyez une belle image d'automne parce que depuis hier, c'est déjà l'automne. Oui, On n'a pas encore de belles feuilles comme ça. On n'a pas encore comme ça de belles feuilles, mais ça s'en vient dans les prochaines semaines. Donc, moi, ce que j'aimerais, on a mis ça pas par hasard pour commencer, c'est que j'aimerais faire appel à votre imaginaire, c'est-à-dire imaginez-vous de vivre dans une maison qui s'harmonise avec la nature autour, qui vit par elle-même, qui ne gèle jamais l'hiver, qui ne surchauffe pas l'été, qui prend soin de vous, car en plus, elle a tous les atouts d'une maison moderne. Vous allez vous poser la question, mais est-ce que c'est possible de faire ça? Et la réponse est oui. Ma conjointe et moi, ma conjointe, Monique Niles et moi, eh bien, on a passé, comme tu as dit tout à l'heure, du rêve à la réalité, de la parole aux actes, et on a construit notre maison organique autosuffisante. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une maison organique autosuffisante? Ben, d'abord, une maison. Une maison, vous connaissez ça, une maison, c'est ce qu'on voit normalement. Là, on a une image à vol d'oiseau, mais une maison, tout le monde connaît ça. C'est un endroit qui est confortable. C'est un endroit où l'on vit, qui nous protège des éléments extérieurs. C'est généralement en banlieue. Ça favorise par contre l'étalement urbain, les rues, le béton, les voitures partout pour se déplacer. Euh, c'est aussi une maison qui vit à cause des intrants extérieurs, un peu comme je vous disais tout à l'heure. Une maison normale, elle est conçue pour fonctionner grâce à Énergie Nouveau-Brunswick, si vous êtes au Nouveau-Brunswick ou Nova Scotia Power ou peu importe la compagnie privée ou publique d'électricité. Pourquoi? Pour le chauffage électrique, pour la cuisinière électrique, pour l'eau chauffe-eau électrique, pour la sécheuse électrique, pour tout ce qui est notre électro-société, tous nos gadgets électriques auxquels on pourrait plus se priver aujourd'hui. On connaît tous les bienfaits de ça. Euh, c'est aussi une maison qui est raccordée au système d'eau et d'égout des municipalités, par exemple. La ville de Moncton, par exemple, qui dessert Dieppe, Moncton et Riverview, euh, a un système de traitement d'eau potable avec des réservoirs et on achemine ça dans toutes les maisons. Puis les gens payent environ 1 000 $ par année pour avoir de l'eau potable. Et ils font la même chose pour le traitement des eaux usées. Ça s'en va dans une usine qui va traiter ça avant de la rejeter dans la rivière Petit-Kodiak. Je parle de Moncton, mais c'est un peu le même principe pour toutes les grandes villes. Donc, sans ces systèmes, nos maisons, au fond, sont dépendantes. On le voit très bien quand arrive une crise du verglas, comme il est arrivé dans la péninsule acadienne il y a quelques années déjà. Pendant une journée, ça peut toujours aller, mais quand on dépasse 24 heures, 48 heures, les problèmes, la maison refroidit, et puis ça devient une problématique. C'est dangereux pour le feu, des gens ne savent pas trop comment fonctionner, et souvent on perd la nourriture, etc. Donc, on est dépendant, si vous voulez. C'est un bon système. Les systèmes sont excellents tant que ça fonctionne. C'est un peu ça. Donc, nous, on a plutôt opté pour avoir un système qui est autosuffisant. Bon, l'image que vous voyez, c'est inspiré des Earthships, c'est-à-dire que c'est un système de maison qui a été inventé par Michael Reynolds au Nouveau-Mexique. Et une maison organique, ça peut ressembler à ça. C'est aussi une maison qui est confortable, qui nous protège des éléments. Et c'est aussi une maison qui a toutes les fonctionnalités d'une maison normale. La différence, c'est qu'elle vit en harmonie avec la nature qui l'entoure. Comment? Eh bien, on récupère l'eau des toits qui s'en va dans des citernes qui sont à l'extérieur. Euh, on a aussi des panneaux solaires qui sont devant la maison, qui sont inclinés déjà dans le bon angle et qui permettent de charger les batteries qui sont suffisantes pour tous les besoins d'énergie de la maison. Mais surtout, c'est qu'on utilise les phénomènes naturels de la Terre pour faire fonctionner la maison. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire que la maison a été conçue pour être
utiliser, par exemple, le soleil. On voit très bien qu'à l'été, le soleil est beaucoup plus haut à l'horizon et dans le ciel, et donc il ne vient que pour les plantes. Alors que l'hiver, là où il est plus bas à l'horizon, parce que la Terre tourne autour du soleil et elle tourne sur elle-même, et donc il y a un changement au niveau du soleil. À ce moment-là, l'hiver, le soleil rentre par ses fenêtres qui sont côté sud et vient réchauffer toute la masse thermique. Et en plus, dans le mur nord, il n'y a aucune fenêtre et ce sont au fond, on a 6 pieds, si on comprend la rangée de pneus et la rangée de terre, de masse thermique qui régularise la température à l'intérieur. Donc, côté est, côté ouest et côté nord, il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a que des fenêtres du côté sud pour avoir le maximum de gains solaires. Et vous avez aussi un toit qui est très bien isolé à R80. Et donc, vous avez là, au fond, j'allais dire une grotte. Hein. Il y a des gens qui vont nous dire qu'on vit comme dans une grotte, mais en réalité, puisque nous n'avons que des fenêtres que du côté sud, eh bien, ça permet un ensoleillement maximum à l'intérieur de la maison et on n'allume jamais des lumières dans aucune pièce le jour, même s'il fait noir, même si c'est une journée sombre, sauf peut-être, sauf le soir, évidemment, comme dans n'importe quelle maison. Voilà. Donc, je continue. À quoi ça peut ressembler? Ça ressemble, on s'est un peu inspiré de ça. Nous n'avons pas construit un Earthship. On n'a pas le droit de faire ça, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'appeler un Earthship parce que ce n'est pas un Earthship conçu par Michael Reynolds et construit par lui. C'est plutôt nous, notre propre ingénieur, et on s'est inspiré de ça pour faire notre modèle. Et notre maison, bien, elle ressemble à celle-là. Quand je vous parle que nous avons des fenêtres qui sont du côté sud, puis on les voit très bien sur cette image qui a été prise pendant la construction. Donc, ce ne sont que des fenêtres du côté sud. Il y a 25 fenêtres d'environ 4 pieds par 9 pieds. Et puis, on voit aussi même sur cette fenêtre les panneaux solaires qui sont en plein centre de la maison. On pourrait en mettre une trentaine, mais nous n'en avons que 9 parce que 9 est suffisant. You're muted, Jacques. Je ne sais pas comment, mais je ne sais pas pourquoi. Mais t'es muette. Si ça marche pas, oh, yeah. Oh, voilà. Hey, parfait. OK, il y a quelqu'un qui avait juste par hasard m'avait muté. C'est Merci pas beaucoup. grave, on recommence. Ça va jusqu'à maintenant? OK. Oui, Je continue. On va aller, il est déjà écart. On va aller dans les éléments de construction de la maison. Je vais donc revenir à la présentation. Je parfait. continue. Donc, nous, notre histoire a commencé en 2016. En 2016, ma conjointe et moi on a des amis qui ont construit avec différentes techniques. Nous voulions aller vers une maison autosuffisante, mais aussi réutiliser des matériaux. Donc, il y a des amis qui ont construit, par exemple, en bois cordé. On voit très bien en haut à droite, ou en paille. C'est une autre technique. Ce sont d'anciennes, au fond, techniques de construction qui ont été remis au goût du jour, si vous voulez, avec le temps. Et ce sont des techniques qu'on peut encore utiliser aujourd'hui, qui sont très efficaces et qui fonctionnent bien. Il s'agit d'y mettre beaucoup d'amour, beaucoup de temps et d'être très persévérant pour construire des maisons qui sont, je dirais, qui utilisent moins de technologie, moins de plastique, puis moins de matériaux de construction synthétique, si vous voulez. Donc, nous, en 1996, nous sommes allés à Taos, au Nouveau-Mexique, qui est le Point Rouge. C'est une petite ville d'environ 5000 habitants qui se situe au nord du Nouveau-Mexique. Et c'est là où Michael Reynolds a inventé cet ingénieur, enfin cet architecte, je devrais dire, pas ingénieur, a inventé depuis 40 ans toutes sortes de maisons où il a décidé de réutiliser sur ce site des matériaux comme des pneus, des bouteilles, des canettes. Enfin, il trouve
et je suis un peu d'accord avec lui, notre société jette énormément, consomme énormément et jette beaucoup de produits qui sont encore soit en fin de vie, mais qui pourraient être réutilisés avant d'être recyclés, ou même recyclés si on les réutilise dans la construction, par exemple. Donc, il a été beaucoup préoccupé par ça et pendant 40 ans, il a développé toutes sortes de techniques de construction. Et donc, ça s'est amélioré avec le temps pour donner ce que ça donne aujourd'hui. Et vous allez voir, nous, on a utilisé des matériaux dans la construction de notre maison et, et c'est ce qui nous a permis justement de faire la maison que nous avons maintenant. Et on va aller, bon, maison organique. Nous, bon, vous voyez, on a des pneus, on a été chercher des pneus au dépotoir de Moncton, environ 500, puis les autres 500, on les a ramassés dans les garages environnants de la région de Memramcook où on a construit. La première chose qu'il fallait faire, c'était trouver un terrain avec une pente sud. Et aussitôt qu'on a trouvé le terrain, eh bien, on a fait l'excavation du terrain pour aller chercher le niveau de la terre qui n'a pas bougé depuis des milliers d'années. C'est-à-dire qu'on enlève, si vous voulez, environ 1 à 3 pieds de terre selon la pente de terrain. Et puis, à ce moment-là, vous trombez sur la terre sur laquelle vous pouvez construire votre maison parce que, dans le fond, une bonne partie de ça va être enterrée en plus. Et on commence à construire des pneus tout au long de la maison. On les voit ici au deuxième plan. Donc, la première rangée de pneus, on utilise des pneus tout simplement. C'est important d'avoir des pneus de même dimension pour chacune des rangées. Sinon, la chose la plus importante sur un pneu, c'est le premier chiffre. Ceux qui ont des voitures, vous savez très bien que quand vous allez au garage, vous avez un pneu qui est par exemple le 215-75R17. Bien, le premier chiffre, le 215, c'est en millimètres et ça correspond, si vous voulez, à l'espace, la bande de roulement du pneu. Et donc, si vous mettez toutes des 215, vous allez avoir une rangée beaucoup plus droite que si vous mettez un 215, un 195, un 245. Vous comprenez un peu le système. Donc, c'est important quand vous allez chercher vos pneus de trouver tout ça, de démêler tout ça. C'est très salaud, c'est très difficile, c'est beaucoup de travail faire tout ça. Et chaque pneu est rempli de terre à la masse. Et dans un pneu de terre, vous pouvez mettre jusqu'à 3 brouettes de terre dans un pneu rempli à la masse. Ça vient bien dur et chaque pneu est fait sur place, là où il va être et il ne bougera pas. Donc, vous avez une rangée de pneus. Vous avez aussi un isolant qui est de 4 pouces, qui est à 4 pieds derrière le mur de pneus. Donc, vous avez l'arrière de la maison et le devant de la maison qui est, on va le voir à mesure qu'on va avancer. Donc, nous, on a mis en plus une jupe d'isolation de 8 pieds tout le tour de la maison, sous terre, pour empêcher le gel d'aller sous la maison. Donc, à mesure qu'on monte, vous comprenez que, bon, on monte, on monte, on monte. Donc, c'est toujours la même chose. On monte l'isolant, on monte la terre, on monte les pneus. Et puis, nos 3 réservoirs d'eau, nous avons 3 réservoirs d'eau d'une capacité de 15 000 litres d'eau, ce qui nous permet d'avoir une autonomie de 4 mois pour une famille de 4, sans pluie, sans neige, sans rien. Sans aucune précipitation. Et dans notre coin de pays, il tombe 33 pouces de pluie par année, mais pour un total de 52 pouces de précipitation, le reste étant de la neige. Donc, il n'y a pas vraiment de problème. À vrai dire, pour être bien honnête, nos 3 réservoirs sont presque toujours à capacité, sauf au printemps où ils sont à peu près aux 3/4. Donc, il n'y a aucun problème d'eau. Au niveau de la quantité, il n'y a aucun problème d'eau. Donc, à mesure qu'on monte, vous comprenez que c'est beaucoup de pneus, beaucoup de travail. Ça nous a pris 3 ans et demi à construire la maison parce que nous travaillons tous les deux. Et donc, nous travaillons que les week-ends et tous nos vacances, on a passé ce temps-là à construire la maison. Une année de préparation et 3 ans et demi de construction par les petits, les fins de semaine et, comme je dis, les vacances. Plus des blitz un peu ici et là. Donc, on utilise donc des pneus, mais vous voyez aussi que là, tout à coup, hop, on utilise aussi des canettes. Il y a des murs de canettes pour faire des murs de rétention pour le bound beam qui est au-dessus du mur de pneus. Alors, ça donne ça. C'est sûr qu'on aurait pu prendre des 2 par 8. Hein, on aurait pu prendre du bois pour faire ça, on aurait pu faire autre chose, mais dans les techniques de construction qui ont été inventées par Michael Reynolds, c'est aussi de réutiliser comme ça une canette. Et chez nous, heureusement, ils sont recyclés. Au Nouveau-Mexique, elles ne le sont pas.
Donc là-bas, il y a une raison supplémentaire de le faire. Chez nous, ben, étant donné qu'on avait un peu de canettes, on s'est dit, bon, on va les utiliser tout simplement, au lieu d'utiliser un autre matériau. Donc, à mesure qu'on monte, on voit déjà, là, ça commence à prendre forme. Les pièces, il y a des murs de rétention. Il n'y a pas des murs de rétention, mais des beams de rétention qui tiennent ce grand mur de pneus-là qui est de chaque côté. Donc, ça commence à prendre forme. Et en plus, on fait une isolation qui est au-dessus. Donc, cette masse thermique-là qui est derrière le mur nord est complètement isolée et donc fait partie de la maison et garde une température constante à l'extérieur de la maison. Le premier hiver, évidemment, on n'a pas eu le temps de se couvrir. Ça a été au deuxième hiver avant d'avoir ce toit, le premier toit qu'on a réussi à mettre dessus, au moins pour nous protéger de la pluie, mais comme vous pouvez voir, ça n'a pas toujours fonctionné parce que l'automne souvent est capricieux, puis mais on s'est dit si on passe à travers ça, la maison va passer à travers n'importe quoi et c'est effectivement ce qui est arrivé. Donc, le toit est installé par des professionnels. Évidemment, ce genre de maison, nous embauchons des professionnels pour les métiers, c'est-à-dire l'électricien, c'est un professionnel, le plombier, c'est un plombier certifié, le toit, c'est une compagnie professionnelle. Notre système solaire, c'est Fundy Solar de Woody Thompson à Sackville. Et c'est aussi des gens qui sont, comment dirais-je, sont des gens qui sont aussi qui sont prêts à embarquer dans un projet comme celui-là. Ce n'est pas tous les contracteurs qui veulent faire quelque chose qui est hors norme. Donc, ça prend déjà un plombier. Il y a beaucoup de systèmes. Nous, on réutilise l'eau, donc on a tout un système de filtration qui est différent. Alors, vous allez bien voir dans la maison plus tard comment ça fonctionne dans la visite guidée qu'on va vous faire. Notre plancher, le plancher de la maison, c'est de la Nova Scotia Slate. On a fait venir 12 tonnes de roches qu'on a installé nous-mêmes, moi et ma conjointe, sur les planchers de la maison. On a utilisé du cèdre de Memron Cook pour les toits. Les bouteilles, bon, on a commencé à leur donner des formes. Les planchers, au fond, c'est directement sur la terre. Parce qu'on n'a pas de sous-sol et on n'a pas de deuxième. On a seulement un rez-de-chaussée, seulement un étage, si vous voulez. Donc, on met un pare-vapeur, 6 mm, et puis on installe environ 2 pouces de sable mélangé avec de la poudre à ciment. C'est un mélange de 6 pour 1. Et puis là, on étale notre pierre tranquillement et on met ça au niveau parce que la pierre a environ 1 à 1 pouce et demi. Et puis, c'est un mélange qu'on fait. Et puis, voilà, les bouteilles, c'est comme ça qu'on les fait. On les coupe, on les nettoie, on les met ensemble, puis on fait des briques. Et puis, les planchers, il y a des amis qui sont venus nous aider. Et puis, on fait aussi une teinture sur les planches, sur les murs à la fin, qui est tout simplement du pigment naturel. Et donc, ça donne ça. Ce que vous voyez au-dessus de la jardinière rouge, au fond, c'est un mur de pneus. C'est un mur de pneus dans lequel il passe un fil électrique, dans lequel il passe une pipe d'eau qui ramène l'eau de la jardinière à l'autre bout. Donc, ça circule naturellement sous la terre dans un système fermé. Et puis, donc, ça ressemble à ça. Donc, les pneus, à la fin, on ne les voit plus dans la maison. Ils sont complètement encapsulés. D'un côté, vous avez du béton, de l'autre côté, vous avez de la terre. Donc, ce qu'on sait, par exemple, par rapport aux pneus, c'est que les pneus, ils ont fait l'essentiel de leur vie sur, sur le chemin. Et donc, 95 des émanations toxiques d'un pneu ont déjà été faites parce qu'il s'agit d'un pneu usé. Donc, ce qui était très surprenant aussi quand les gens venaient chez nous, avant même qu'on finisse les murs de béton sur les pneus, les gens trouvaient que ça ne sentait pas le pneu. Et justement à cause de ça. Et donc, quand le pneu il est complètement recouvert, il y a des tests qui ont été faits, pas chez nous, mais dans d'autres maisons au Nouveau-Mexique, et il n'y a pas d'émanation toxique qui sort des pneus. C'était une de nos préoccupations. Et puis, ça a été réglé de cette manière-là. Je vois le temps qui passe, puis il est déjà midi 24. Ce que je vous propose de faire, je vais quitter la présentation. Pas quitter la présentation, mais si je veux plus. Comment je fais pour ne pas partager mon écran? Ah ben non, je vais continuer de partager mon écran. Ce que je vais faire, je vais plutôt aller chercher la vidéo de présentation de la maison qu'on a fait hier
pour vous montrer au fond à quoi ça ressemble actuellement quand c'est terminé. Et puis, vous allez, après ça, on va pouvoir répondre à vos questions après, parce que ça dure, je crois, 15-20 minutes. 15 minutes, puis il est déjà 25. Alors, je vais la sortir. Je vais juste la mettre plein écran. Donnez-moi une seconde. Voilà. Est-ce que Laureen, tu me vois à l'écran pour la présentation? Oui. D'accord, vous voulez être certain. Alors, je vais aller laisser la présentation. Ça dure environ 15-20 minutes, puis on se reparle après. Parfait. Le seul problème, Jacques, est que je crois qu'à cause de tes headphones, peut-être, on ne peut pas attendre. Ah, il n'y a pas de son? Non. Écoute, je vais enlever mes écouteurs. OK. Ça. Pourtant, tu le vois. On a essayé l'autre jour et ça marche bien. Voilà, on commence notre visite devant la maison. On va faire l'extérieur et après on va aller à l'intérieur. Donc, c'est une maison qui est essentiellement sur une longue Ça a l'air que ça fonctionne. Tu n'entends toujours rien, hein? Non, je peux attendre. Surface. Oui, je peux attendre. Ça fonctionne? Oui. 100 pieds de long par 30 pieds de large. On a 9 panneaux solaires sur le toit de 385 watts chaque. Et puis, on va aller voir à l'intérieur comment ça fonctionne plus tard. Donc, cette maison-là, elle est faite essentiellement en bleu, comme je vous ai dit. On voit d'ailleurs ici la bétonnière qu'on a utilisée parce que j'ai un projet de faire une cave à patates. Je vous montre ça plus tard. On voit, ça, c'est un mur de pneus. On voit d'ailleurs un peu quelques bosses. Ce sont des pneus, au fond, qui sont derrière ça. Et c'est du ciment. Et ici, c'est plus épais. On voit comme une bosse. C'est l'isolant. Il y a un isolant de 4 pouces qui est là, recouvert de plastique avant de mettre le béton. À l'arrière de la maison, je peux pas aller voir essentiellement, c'est le toit. Une grande superficie du toit. Tout l'eau est récoltée dans les gouttières qui sont ici. Et l'eau s'achemine dans les 3 réservoirs qui sont sous terre, tout simplement par des connecteurs. Comme ça, l'eau rentre dans une espèce de grand bol à salade qu'on a préparé. Il y a un système de filtration primaire qui est d'un grillage au fond pour enlever les impuretés qui pourraient rentrer dedans et les insectes et les rongeurs. Même chose pour le deuxième réservoir. Et puis le troisième, c'est pour vous montrer que l'hiver aussi, on peut tout simplement passer par-dessus la gouttière et l'eau ne rentrera pas dedans. Elle va tout simplement continuer et puis on peut l'envoyer là, loin de la maison. En haut, vous avez 2 cheminées noires. Ces cheminées, c'est pour la ventilation. C'est tout simplement un système de gravité. Par gravité, il y a des roches d'un côté. Et donc, on peut l'ouvrir et la fermer. On va aller de l'autre côté. On a les réservoirs de propane. Pour il manque beaucoup là. Et ça fait l'autre entrée du côté droit de la maison, donc du côté ouest. Et puis, juste en face, je suis en train de construire de l'autre côté une cave à patates. Ça va être enterré complètement avec un toit végétal. D'ailleurs, c'est la même technique utilisée pour la maison. Alors, vous voyez déjà les pneus, là?
Alors, ce sont tous des pneus qui sont gonflés dur. Chaque pneu est rempli de terre. Est rempli de terre. Il y a 3 brouettes de terre dans chaque pneu rempli à la masse et ça devient extrêmement dur. Et voilà. Je pourrais vous expliquer plus en détail là, tout le processus. Et il y a un mur de rebar qui tient tout ça en plus pour le gel et le dégel. Pour éviter que tout ça bouge. Voilà. Je vous expliquerai tout ça, mais on va surtout aller à l'intérieur parce que c'est ça là, qui intéresse aussi les gens. Donc, à l'intérieur, quand on rentre, voici la serre. Donc, d'un bout à l'autre de la maison, la première section, c'est une serre de 10 par 70. Et ça nous permet d'aller dans chaque pièce de la maison d'avoir accès à chaque pièce de la maison. Voilà. Donc, essentiellement, on rentre dans la serre. On a 3 jardinières. La 1 qui est ici, la 2 qui est là et la 3e qui est dans le garage. Et ils sont interconnectés. L'eau circule toute seule dedans. On rentre dans la grande pièce principale par des portes françaises. Ça s'ajuste. Bon, essentiellement, vous avez la cuisine d'un côté, avec une cuisinière au propane, un évier, un lave-vaisselle, enfin tout ce que vous trouvez dans une maison tout à fait normale. Réfrigérateur électrique. Le poêle à bois, c'est notre seul système de chauffage. Il n'y a pas de baseboard, il n'y a pas de calorifère. Et le salon d'un côté, la salle à dîner de l'autre. Vous remarquerez, c'est un mur ici de palettes. Et la manière qu'on fonctionne, on a fait aussi des garde-robes qui se promènent, qui nous permettent d'aller d'une pièce à l'autre. Donc, d'ici, de la grande pièce principale, on passe à travers un garde-robe qui nous amène dans la chambre à coucher. On va fermer la porte, qui, elle aussi, donne sur la serre et donc des grandes fenêtres. Voilà, d'un côté. Si je tourne de l'autre côté, j'espère que je ne vous étourdis pas trop environ. Vous avez la chambre et l'accès. Donc, si vous êtes créatif, moindrement un esprit artistique, vous pouvez créer les formes que vous voulez. Ce sont des murs, par exemple, celui-là qui est devant nous, qui fait le tour de la porte, c'est un mur de béton, essentiellement, fait avec des canettes et des bouteilles. Chaque bouteille, si je vais de l'autre côté du mur, vous allez voir la même chose, c'est un autre fond de bouteille. Vous comprenez? Donc, un mur de 6 pouces comme celui-là, un mur de 6 pouces d'épais. Donc, chaque bouteille est coupée à 3 pouces du fond. L'autre côté, c'est la même chose. Ces bouteilles-là sont séchées, nettoyées, séchées, ensuite collées ensemble avec tout simplement un ruban. Et ça fait une brique de 6 pouces qu'on vient déposer dans le béton. Et à mesure qu'on s'en va, on les dépose dans le béton. Donc, la salle de bain, qui est un mur de palette aussi, avec un autre mur de bouteille en haut, de béton, de 6 pouces. La douche. La douche de la maison, c'est une... Au fond, c'est très rustique. Rustique. On a utilisé, au fond, des matériaux qui n'étaient pas utilisés après la construction. Par exemple, le toit de métal, des restants de toit de métal qui n'étaient pas utilisés, qu'on a tout simplement utilisé pour la douche. Et voilà, tout simplement. Faut savoir réutiliser. Et ça aussi, c'est en béton. C'est du béton armé avec des canettes. Et puis, voilà. Faut être patient. Il faut être patient pour faire ce genre de maison. Vous avez là un exemple de mur. Vous voyez, ça, c'est un mur de pneus, juste là. Ça, c'est un mur de pneus, donc recouvert complètement de béton. On voit d'ailleurs la forme des pneus. Et là, vous avez un mur de canettes derrière ce tableau noir. Puis en haut, un restant de palette pour faire une différence dans les murs. C'est toutes des palettes qu'on avait de construction, c'est-à-dire des matériaux qu'on a reçus, qu'on a réutilisés, on les a défaits et on les a réutilisés. Voilà, je passe dans la serre. Je reviens. Déjà, nos jardins les tomates on commence à avoir beaucoup de tomates. Donc, je rentre à nouveau dans la cuisine. On va passer dans
une autre pièce, un autre garde-robe fourre-tout. C'est là qu'on retrouve le chauffe-eau. C'est un chauffe-eau au propane sur demande. Donc, à chaque fois qu'on rouvre l'évier d'eau chaude, l'eau vient des tanks, passe à travers un système de filtration que je vais vous montrer, passe dans l'échange de chaud, il est programmé à 120 degrés et déjà l'eau est chaude. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et là, il s'arrête. Une laveuse, tout à fait une laveuse normale. Là, on arrive, ça nous donne accès à une autre chambre de l'autre côté, à laquelle on a fait un garde-robe qui, au fond, qui est dans la pièce et non pas au fond de la pièce. Donc, on peut faire le tour du garde-robe qui devient aussi la tête de lit de cette pièce. Donc, vous avez compris là, qu'on peut faire le tour du garde-robe et donc on n'a pas besoin de porte de l'autre côté, on n'a pas accès. C'est-à-dire on a accès, mais on n'a pas besoin de le cacher, si vous voulez. Et ça donne accès à une autre salle de bain des invités. Donc, tout ce qui est de plus pratique pour une salle de bain avec un bain-douche. Avec encore une fois des matériaux recyclés, des tuiles recyclées, des morceaux de palette recyclés, un vieux morceau de tuyau de cuivre. Et on essaie d'utiliser le maximum de matériaux. Des bouteilles comme ça, on en a coupé 1240 à peu près. Donc, il y a à peu près 2500. Non, il y a 1240 briques. Donc, on a utilisé à peu près 2500 bouteilles dans la maison. Et pour faire tous ces murs de bouteilles qui sont de chaque côté. Excusez, j'ai fait un lavage ce matin. Puis, donc, vous voyez, on a accès à chaque pièce de la serre et aussi de la maison. L'avantage, ça permet de rester uniquement dans la maison l'hiver sans jamais utiliser la serre, ou on peut aussi quand même passer dans la serre. Une chose que je vais vous dire, vous voyez en bas un peu l'ombrage, mais vous voyez ici une partie, on a un campus, une rose des vents qu'on s'est fait, et donc ça nous indique exactement, enfin nous on l'a fait selon la boussole, le sud. Donc la maison, elle n'est pas tout à fait plein sud, elle est 15 degrés sud-est. Vous comprenez? 15 degrés sud-est, ça nous permet d'avoir un ensoleillement le matin maximal, et le soir, on n'en a pas besoin au fond du soir du soleil, c'est surtout le matin qu'on a besoin de soleil. Donc la maison elle est à 15 degrés sud-est. Et aussi, il y a une marque là, juste là, une marque un peu foncée, ça nous permet d'identifier les solstices et les équinoxes. Donc là, ce qu'on voit, c'est le solstice d'été. Donc, ça veut dire que le soleil, qui est beaucoup plus haut dans le ciel l'été, ne vient que dans la serre. Donc, le soleil vient seulement réchauffer la partie où se trouvent les plantes. Vous comprenez? Donc, au 21 juin, le soleil ne vient que là. Et après ça, graduellement, le soleil devient plus bas à l'horizon. Donc, le soleil rentre progressivement jusqu'à cette autre marque-là qui indique les équinoxes. Donc, ici, c'est le 21 septembre et le 21 mars. Le soleil, voyez-vous, on en est 21 septembre. Même on dépasse un peu, là. Le soleil, parce que on est un peu plus tard dans l'après-midi. Et donc, c'est un peu normal. Il y a comme une rondeur comme ça que le soleil fait. Et puis, au mois de décembre, le soleil, pendant toute l'automne, va continuer comme ça de rentrer jusqu'au 21 décembre, où il va aller jusque là, jusqu'au bas du mur nord. Le mur nord, qui est aussi un mur de pneus. Donc, le soleil va venir réchauffer complètement la masse thermique du plancher, et c'est ce qui fait que l'hiver, on a une température constante dans la maison. Même s'il fait moins 15, moins 20 à l'extérieur l'hiver, on n'a même pas besoin de chauffer le poêle parce que la masse thermique chauffe la maison. Ça, c'est un des concepts. Et aussi, il faut comprendre que le mur qui est là, il y a 4 pieds de terre derrière les pneus.
Et donc, avant d'avoir un isolant de 4 pouces. Donc, on a 6 pieds davantage de maison, si vous voulez, mais qui est une masse thermique qui régularise la température dans la maison. Je vais vous amener, parce que le temps passe vite. Ah oui, les cheminées, je voulais vous montrer les cheminées. Elles sont ici, de l'intérieur, ça ressemble un peu à ça. Et donc, vous voyez simplement un système de cordes et une attache qui est là. Un peu comme sur les bateaux. On s'est mis des marques parce qu'on ne dépasse pas la capacité de la corde. On ne veut pas dépasser, on ne veut pas briser notre plafond. Et tout simplement, c'est si je tire sur la corde, je ferme. Voilà, la cheminée, elle est fermée. Donc, l'air chaud ne peut plus sortir. C'est simplement pour 3 saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Excuse-moi, le printemps, l'été, l'automne. L'hiver, c'est fermé complètement. Puis, je capte cette partie pour garder la chaleur dans la serre, tout simplement. Et donc, pour l'ouvrir, on fait simplement tirer ça, on laisse aller. Les roches que vous avez vues tantôt servent de contrepoids. L'amène là. Et avec une main comme ça, je peux simplement l'attacher comme ça. Et on l'a quand même mis là au cas où quelqu'un l'échapperait pour ne pas briser. Bon, on va aller maintenant dans le garage. On a un garage. Ça, c'est la 3e jardinière qui est dans le garage. Là-dedans, vous avez du kale, du chou frisé, 3 sortes de chou frisé. On est loin. Donc, dans le garage, c'est comme une entrée. Il reste un mur ici, des grandes portes à installer, là, que je vais faire plus tard. Donc, dans le garage, on se retrouve dans la salle mécanique. Vous avez là l'échangeur d'air qui est raccordé à un système de l'entrée d'air. C'est un échangeur d'air normal. L'air vicié s'en va dehors, mais l'air qui rentre, elle rentre sous terre par un tuyau qui est devant la maison, à peu près à 60 pieds devant la maison. Et donc, un tuyau d'environ une centaine de pieds, ça permet de réchauffer la température, ça réchauffe l'air d'une dizaine de degrés l'hiver, de façon naturelle. Donc, c'est 10 degrés qu'on n'a pas à chauffer dans la maison, simplement parce qu'elle passe sous terre et la terre réchauffe graduellement l'air à mesure qu'elle avance vers l'échangeur d'air. Voilà. Et l'été, ça fait le phénomène contraire, donc ça rafraîchit l'air. Ici, vous avez le système de filtration. En bas, on voit les trois entrées d'eau, les 3 réservoirs. Elles sont séparées, donc on peut contrôler l'entrée d'eau de chaque réservoir. Ils sont connectés à une jet pump qui, elle, met de la pression et fait passer ça dans les filtres. Il y a 4 filtres. Vous avez le 100 mèches, ça passe dans le 500 mèches, dans le 1000 mèches, et vous avez là, le bleu en haut, le céramique. C'est des chandelles de céramique, c'est 6 chandelles de céramique qui sont dans le petit filtre qui est là, et l'eau doit passer à travers la céramique. C'est comme l'équivalent d'un UV. Donc, ça enlève toutes les bactéries et tout ça, si jamais il y en a, et ça reste dans les filtres. Et c'est des filtres qui sont nettoyables et non pas jetables. Donc, nous, à peu près aux 3 semaines environ, on démange les filtres. On fait juste les remplacer par des autres qu'on a nettoyés. Et puis, on va nettoyer ceux-là. Donc, on fait une rotation comme ça. Ça prend peut-être une demi-heure à faire à toutes les 3 semaines. Et voilà, vous avez le plein contrôle. D'ailleurs, je me mets une petite fiche là. Je m'indique une petite fiche. Le système solaire, lui, excusez pour les bebelles. Le système solaire, au fond, vous avez vu, il y a 9 panneaux à l'extérieur. Donc, ça rentre par ces fils, ça va dans l'inverter. Et lui, contrôle essentiellement tous les besoins et les surplus. Et il gère, au fond, la quantité d'énergie qui sont par les panneaux et il gère aussi les batteries qui sont dans cette boîte. Dans cette boîte, nous avons 9... je vais essayer de l'ouvrir tranquillement. Voilà. Il y a 9 batteries. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, il y a 8 batteries. Des grosses batteries, là. Un peu le même type qu'on retrouve sur les chariots élévateurs, là, les forklifts. Et toutes ces batteries suffisent aux besoins de la maison. Nous ne sommes pas raccordés vous avez remarqué à l'extérieur, nous ne sommes pas raccordés à NB Power.
Énergie Nouveau-Brunswick. On n'a pas besoin de ça. Ce panneau, tout système fonctionne, suffit à la demande d'énergie de la maison que nous avons. Et vous avez quand même un panneau électrique normal qui est juste là. Donc, ça nous permet d'avoir à l'intérieur de la maison tous des appareils qui utilisent de l'électricité normale. On n'a pas besoin d'avoir un système de 12, on ne marche pas sur du 12 volts, là. On marche sur du 110 normal. D'ailleurs, on a une scie ici, là, je peux la faire. Elle fait fonctionner tout simplement comme une scie normale dans un système normal. C'est vraiment, la clé, c'est l'inverter qui, lui, régularise vraiment, il va donner l'énergie nécessaire à la maison. Et si les panneaux en produisent, quand les panneaux en produisent, change les batteries et fournit pour la maison, il s'occupe de régler tout ça. On n'a pas, au fond, à s'en soucier. Et vous avez un grand câble noir qui est là. Ce câble, lui, tout simplement, sert c'est un câble de génératrice au cas où, pendant l'hiver, dans la pire période d'ensoleillement, qui est du 21 novembre au 21 janvier, donc là où le soleil est le plus bas, ça permet si jamais on en avait besoin, ce n'est pas arrivé encore, on fait tout simplement dérouler le câble à l'extérieur, on utilise une génératrice, met la génératrice dehors, branche ça et c'est terminé. Donc, voilà. C'est aussi simple que ça. Hey, j'espère que ça fait déjà 19 minutes 33, ça passe vite, mais je vais vous laisser là-dessus. Je vous laisse là-dessus en vous disant merci. J'espère que ça vous donne au moins une bonne idée de à quoi peut ressembler une maison organique autosuffisante. Et puis, si vous avez des questions, on va revenir en direct. Et donc, je vais pouvoir répondre à vos questions parce qu'il y a sûrement des questions que vous avez eues pendant la visite, mais vous ne pouvez pas les poser. Puis, moi, je continue. Fait qu'on se revoit dans quelques minutes. Merci. Bien. Je vais pouvoir enlever ça maintenant. J'enlève le share. Bon, voilà. OK, je vais mettre mes écouteurs. Parfait, merci Jacques. J'ai plein de questions, mais je vais voir que les autres sont en train d'écrire dans la boîte de commentaires, mais oui, j'ai plein de questions. Avec les grands contenants de l'eau que tu avais sur ton maison, est-ce que c'est l'eau gelée dans l'hiver? Non, l'eau ne gèle pas l'hiver. Les 3 réservoirs, ils sont isolés sur le dessus et sur le côté, mais pas en dessous. Et le gel n'arrive jamais même si le trou est ouvert sur le dessus, si jamais il pleut l'hiver, ça va rentrer dedans. Mais même s'il y avait peut-être 2, 3, 4 mm de glace, il y a jamais, le réservoir ne gèle jamais, ne gèlera pas, parce qu'il est dans la terre. S'il était à l'extérieur, là, ça serait une autre chose. Mais dans la terre, il n'y a pas de danger, non. Ouais. Et j'imagine, peut-être tu l'as déjà dit, mais j'imagine qu'il y a une façon pour l'eau de sortir pour pas comme quand les réservoirs sont pleins, parce que je crois que tu dis que les réservoirs sont presque toujours pleins. So, j'imagine que tu as une place pour l'eau plus. C'est une bonne question parce que c'est quelque chose qu'il faut penser. Quand on installe les réservoirs, il faut donc les installer c'est-à-dire qu'il faut les brancher avant de les enterrer. Et donc, nous, c'est le plombier qui a branché les 3 réservoirs indépendamment on a fait rentrer ça dans le garage. Et puis là, on a mis à peu près, je sais pas, peut-être 1000 litres d'eau par réservoir pour vérifier s'il y avait des fuites.
et il n'y avait pas de fuite. Donc, il y avait une fuite dans un réservoir, il l'a resserré, puis c'était ça. Et puis, donc, en bas, chaque réservoir rentre à l'intérieur de façon séparée, mais dans le haut de chacun des réservoirs, ils sont connectés. Ils sont connectés ensemble en haut des réservoirs et le dernier, lui, a un overflow, c'est-à-dire une capacité de faire sortir le surplus d'eau qui fait le tour de la maison et qui va devant la maison et qui se jette, si vous voulez, plus loin que la maison. Et donc, on n'a pas à se soucier si jamais les réservoirs sont trop pleins, ils vont déborder, puis ça va faire un mess, ou ça va faire des dégâts. Non, parce que aussitôt que c'est arrivé, là, la dernière, les restants de l'ouragan, là, qui ont passé chez nous, il a tombé comme 40-50 mm de pluie. La capacité du toit, c'est impressionnant l'eau de pluie qui peut tomber chez nous. La superficie du toit, c'est 250 mètres carrés. Donc, pour chaque millimètre de pluie qui tombe, c'est 250 litres d'eau qui vont dans les réservoirs. Donc, s'il tombe 10 mm de pluie, 2500 litres qui vont dans les réservoirs. On sous-estime la quantité de pluie qui tombe et cette eau-là qui, au fond, est perdue, au fond, qui est perdue, qui va ailleurs, mais qui n'est pas récupérée. Pour les jardins, c'est fantastique, mais aussi pour la maison, parce que ça ne prend qu'un système de filtration. Vous avez vu, le système de filtration, c'est pas très compliqué, là. C'est pas très compliqué. Et l'eau de pluie, souvent les gens en campagne qui ont déjà des puits, ont souvent d'autres sortes de problèmes. Une eau qui est trop, il y a du fer dedans, il y a du mayonnaise, il y a toutes sortes de types de choses et l'eau est trop dure, trop mou, ça prend des softeners, donc, et souvent ils ajoutent des filtres aussi. Donc le puits, c'est une très bonne technique. Là, on a besoin d'eau, puis je remets pas ça en question, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, mais on peut pas boire l'eau de pluie. Mais pourtant, on boit l'eau d'un puits qui vient du ciel aussi, mais qui a été filtré par la terre, mais qui a aussi donc emmagasiné d'autres choses avant d'arriver à votre puits. Et donc, souvent, on la traite également. Donc, nous, on n'a pas cet aspect-là, mais on la traite quand même. Et puis, on a fait des tests d'eau, parce que c'est une question qui nous a été posée. Nous, on ne voulait pas s'empoisonner, on veut être sûr de notre coup. Donc, on a fait faire, la première chose qu'on a fait quand on a déménagé au mois de novembre dernier, on a fait faire des tests d'eau potable, 2 fois même, plutôt qu'une, et les tests d'eau potable, ils sont parfaits, zéro coliforme, il n'y a rien là. Donc, on était très contents, puis l'eau goûte bon, on l'utilise à tout. Là. C'est pas, on n'a pas de problème avec ça. Là. Yep. Vraiment cool. Il y a quelques commentaires. OK, je vais aller dans le chat. Je ne suis pas dans le chat. Great presentation. I have known about the technique 40 years. Just one building today. Realized. Yeah, ouais. Oui, Daniel, c'est vrai. Mais je t'invite à rester avec Monique dans 7 minutes. Ma conjointe va faire la même chose, mais en anglais. Puis j'ai vu certaines choses qu'elle a fait, puis elle dit des choses que j'ai pas eu le temps de dire ou que j'ai pas mentionnées au passage dans la visite. Donc, ça va être différent, mais ça va être plus complet si vous voyez les deux. Ouais. Yep. J'ai d'autres questions, mais je veux laisser les questions à des autres personnes s'il y a d'autres questions. Je peux demander un autre parce que. Mais vas-y. Je ne vois rien. Les pneus que tu utilisais, normalement, avec les nouveaux pneus, il y a une stante ou comme, je ne sais pas comment dire en français, de off-gas, mais j'imagine que ça c'est juste avec des nouveaux pneus. Oui. Okay. Oui. Et ça a arrêté quelques mois ou quelques années après. Non, oui. Les pneus, je l'ai dit à un moment donné, les pneus usés, les émanations toxiques ont déjà été faites sur la route. Généralement, un pneu va durer de 40 à 80 000 km, de 20 à 60, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait, si on s'en occupe et tout. Mais donc, il a roulé beaucoup dans l'eau, dans la neige, dans toutes sortes de trucs, dans les intempéries, puis
Donc, les émanations toxiques du pneu ont été faites sur la route pour 95% des émanations. Donc, il en reste un peu parce qu'il y a encore un pneu. Mais nous, comme j'ai expliqué, il est enterré, il est encapsulé. Donc, pour le feu, le pneu ne peut pas brûler parce il n'y a pas d'oxygène. Il est dans le béton et dans la terre. Donc, c'est un matériau, au fond, ce qu'on a tout simplement fait, c'est réutiliser des matériaux usés au lieu d'acheter des matériaux neufs qui ont pris de l'énergie à faire pour faire un mur. Tu comprends? Donc, moi, je prends un pneu, dans notre cas, on a pris 1000 pneus qui ont eu besoin d'énergie pour être conçus, pour être transportés, puis ils ont eu leur vie utile, et à la fin de leur vie utile, ils sont encore utiles dans un matériau de construction tel quel, au lieu d'acheter un autre matériau qui va aussi nécessiter de l'énergie. Nous, on commence à voir les choses pas seulement pour leur utilité, mais aussi pour la quantité d'énergie dont on a besoin. J'écoutais nos collègues tout à l'heure d'NB Power. C'est très bien des systèmes, mais ce sont des systèmes mécaniques pour la plupart, des systèmes les heat pumps, puis ces choses-là, les mini-splits et tout ça, ce sont des systèmes mécaniques. Donc, si ça tourne, ça brise. C'est juste une question de temps. Alors que nous, on utilise la gravité, par exemple. La gravité pour faire fonctionner les cheminées. Ben, la gravité, elle va fonctionner tant que l'univers va exister. Le Soleil, il y en a encore pour 4 milliards d'années à faire le même chemin. On sait ça. Mais nos techniques de construction, les municipalités, les développeurs, les contracteurs, en fait, tout le système va faire en sorte que je prends une ville comme la ville de Moncton, Dieppe Riverview, les développeurs arrivent avec des plans, un grand terrain qui est subdivisé en lots avec des rues pour maximiser l'espace, pour faire le plus de maisons possible, pour que la municipalité fasse le plus de taxes possible, plus d'argent, etc. Puis on grossit les municipalités. C'est pas mauvais en soi au niveau économique, je questionne pas ça, mais au niveau écologique, il n'y a personne qui se soucie où est-ce que le soleil passe. On ne fait pas des rues est-ouest pour avoir chacun une fenestration du côté sud. Voyons donc. On ne pense pas comme ça. Donc, c'est pas dans la mentalité des gens. C'est pas dans la mentalité des systèmes de penser comme ça. Et tant qu'on n'intégrera pas les systèmes naturels écologiques dans nos façons de penser, on va continuer de grossir. C'est bien d'isoler les maisons pour qu'elles soient plus performantes et donc qui consomment moins d'énergie. Mais si à chaque année, on construit 1000 nouvelles maisons, bien, les gains qu'on fait, ils sont annulés par l'augmentation du nombre de maisons. Comme les véhicules automobiles consomment moins d'énergie aujourd'hui qu'il y a 100 ans, moins de pétrole, mais ces gains-là sont annulés par il y a beaucoup plus de voitures, donc on en produit plus. Donc, tant qu'on est dans ce cercle de surconsommation, les petits gains qu'on fait, au fond, ça prend un grand changement, tu sais. Mais ça, là, on change de sujet. Nous, on a décidé de dire qu'est-ce qu'on peut faire. Je ne peux pas contrôler ça, je ne peux pas faire ces changements-là. Par contre, qu'est-ce que moi, je peux faire? Ben, c'est pour ça qu'on disait au début, on a décidé de passer de la parole au geste, de passer du rêve à la réalité, c'est-à-dire d'être autosuffisant, tout simplement, sans se priver de rien. D'ailleurs, la présentation qu'on fait en ce moment, je suis dans la cuisine de cette maison-là. Mon ordinateur là, fonctionne au solaire. Nous sommes à l'énergie solaire. Point. Parce que la maison n'en a pas besoin. J'ai pas besoin de Pointe-le-Pro. Je n'ai pas. Je dis pas que c'est mauvais. Je dis j'en ai pas de besoin. Et j'aurais aimé pouvoir me brancher et pouvoir donner le surplus parce qu'on a de la place pour 30 panneaux, mais je suis obligé de payer pour pouvoir le donner. Donc, il y a quelque chose dans le système actuel qui est pas là encore. On n'est pas là encore. Je ne dis pas que ça viendra pas. On va continuer de parler aux gens puis à faire sensibiliser les choses, mais nous, c'est le chemin qu'on a décidé de prendre, un chemin simple. Si ça inspire des gens, tant mieux. Sinon, écoute, nous, on est très bien dans la maison, puis on est très heureux de ça. Puis c'est la première fois de ma vie que j'ai l'impression que la maison prend soin de moi.
et non pas moi qui dois prendre soin de la maison. C'est-à-dire que elle vit tout seule. On peut s'en aller l'hiver, au mois de janvier, pendant 1 mois. Il n'y a personne dans la maison, il n'y a pas de chauffage, et la maison ne gèlera jamais. Il va faire 18 à 21 degrés dans la maison tout l'hiver, même si on n'est pas là, puis il n'y a pas de chauffage. Wow. Donc, c'est énorme. Cette maison-là, donc, elle fonctionne. Mais ceux qui n'y croient pas, ben, c'est dur à savoir, mais c'est sûr que ça nous a pris beaucoup d'énergie quand j'ai dit que ça prend 3 ans et demi pour la faire. On pourrait peut-être la faire plus tôt. Il faut enlever les 2 premiers hivers où on n'a pas pendant 6 mois travaillé parce qu'on n'avait pas de toit et on ne peut pas le faire. Donc, il faudrait enlever 1 an, donc 2 ans et demi. Je dirais, une maison comme ça, à temps plein, à 10-15 personnes, on peut faire ça dans 1 année, là, facilement. Mais on était 2 avec la famille qui vient nous aider de temps en temps. Alors. Hey, je vois qu'il est déjà 3 heures. J'imagine qu'on va cesser là. Mais s'il y a d'autres questions, on pourrait les poser à Monique après. Puis c'est copy-paste en anglais. Oui. Parfait. Merci, Jacques. Ça me fait plaisir. Bye bye. Je vais donner la place à Monique, puis elle va continuer sur la même chose.